autres, aux nouveaux venus s'il y en a. Donc nous accueillons Laura Foglia qui qui est une consultante spécialiste des politiques de mobilité bas carbone, experte mobilité au think tank The Shift Project, où vous avez publié un guide pour une mobilité quotidienne bas carbone en février 2020, donc très récemment, guide qui s'adresse essentiellement aux collectivités locales et qui décrit les différents leviers qu'elles ont à leur disposition pour favoriser la mise en œuvre de mobilité bas carbone. Donc, je vous propose de nous présenter votre guide. Je vous rappelle, alors je crois la prochaine table ronde débute à 14h40. On essaie de conserver 10 minutes à la fin de votre présentation pour une session de questions-réponses. Donc voilà, si vous pouvez essayer de tenir dans la demi-heure impartie, ce serait parfait. Merci beaucoup. Et donc, Très bien. Laura, on vous écoute. Merci. Ça marche. Donc, je vais commencer déjà par les enjeux en fait d'une mobilité bas carbone, pourquoi on s'y intéresse. Le Shift Project, juste un de mots, est un think tank qui a été créé en 2010 et qui œuvre à la transition vers une économie moins dépendante des ressources fossiles. Et effectivement, les transports sont un sujet très important. Pourquoi? Parce que un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France sont dues au transport et un peu plus de la moitié de ces émissions sont dues aux voitures. D'où l'intérêt de s'intéresser à ce mode de déplacement, à cet usage si on veut décarboner. Alors, face à l'importance de décarboner le secteur des transports, la stratégie nationale bas carbone, qui a été donc élaborée en 2015 et revue en 2020, assigne une trajectoire d'évolution des émissions qui comporte des réductions drastiques si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050 et donc respecter les accords de Paris. Et maintenant, si après avoir vu donc la pente précédente qui serait là où on devrait être, si on regarde les émissions, donc l'évolution réelle des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, on voit bien que, mis à part une petite baisse à partir de 2008 qui est due en particulier à la crise économique, en réalité, les émissions de gaz à effet de serre dues au transport en France ne sont pas du tout en train de baisser. Autre sujet qui converge vers la réduction d'une dépendance à l'automobile est le fait que l'utilisation de modes alternatifs à la voiture est aussi un facteur de diminution de la vulnérabilité économique des ménages. Et en fait, les données de l'INSEE montrent que 7% des dépenses des ménages en moyenne sont consacrées à l'automobile, mais ce pourcentage est bien supérieur pour les ménages les plus fragiles, ça peut aller jusqu'à 15 voire 20%. Donc une politique importante à mener pour cet aspect également. Alors, quand on a commencé à réfléchir au guide, c'était la mi-2018, et donc on était dans le contexte des échanges autour du projet de loi d'orientation des mobilités, qui a été donc présenté au Conseil des ministres fin novembre et qui prévoit un cadre et une boîte à outils pour les collectivités, mais qui leur laisse le soin d'élaborer des stratégies de décarbonation de la mobilité. Donc, tout ce contexte pour mettre un peu le cadre sur la démarche et la méthode du guide, dont les objectifs ont été d'identifier les leviers opérationnels les plus pertinents pour décarboner la mobilité quotidienne, mais aussi d'identifier les freins rencontrés par les acteurs locaux et donc ouvrir des pistes pour lever ces freins. Et bien sûr aussi de s'insérer dans les échanges autour de la constitution des programmes municipaux suite aux élections de 2020. Alors,
Trois axes d'action, enfin, comment décarboner en général. Il y a trois axes d'action qui sont largement reconnus dans la décarbonation des mobilités. C'est donc réduire les distances, donc les distances parcourues, donc soit en évitant de se déplacer, soit en se déplaçant moins loin. C'est favoriser le report modal, donc passer de l'utilisation de la voiture en solo à l'utilisation des modes actifs ou partagés. Ou bien c'est réduire les émissions des véhicules, donc en agissant sur la motorisation. Et puis on l'a vu ce matin aussi largement avec l'intervention de Frédéric Errand en agissant sur le poids du véhicule. Donc je vais pas revenir sur l'importance de la réduction du poids. Juste montrer que en émission 1 gramme par kilomètre, il y a une très grande différence entre la voiture et même un vélo à assistance électrique. Et donc, ça montre tout l'intérêt de passer à une société justement en post-car, comme l'appelait de ses voeux le Forum Vie Mobile ce matin. Alors, quelques tendances. En réalité, on n'est pas du tout en train de s'orienter vers des véhicules plus légers, bien que justement, il y ait beaucoup d'innovations dans ce sens. Mais on est plutôt dans un contexte où la part des marchés des SUV a beaucoup augmenté en France. Elle est passée de 5 à 6% il y a 10 ans à 40% actuellement. Et parallèlement, un taux de pénétration encore très faible des motorisations alternatives au pétrole, puisque les voitures électriques représentaient encore en 2018, et malgré tous les objectifs donnés par la stratégie nationale bas carbone et les politiques gouvernementales, représentaient encore 1,4%, auquel il faut ajouter 0,7% d'hybrides rechargeables, donc une part de marché encore très petite, même dans les ventes, dans les immatriculations de voitures neuves. Donc tout ça pour dire que à la fois à cause de ce que je viens de dire, et puis à cause du risque aussi d'effet rebond, c'est-à-dire le risque que si on prend un véhicule électrifié, par exemple, électrique, par exemple, on peut être tenté de passer à un véhicule beaucoup plus grand, et donc en analyse de cycle de vie, au final, ne pas aller dans le bon sens pour ce qui concerne la décarbonation. Et aussi parce que cette question de l'électrification et du poids des véhicules reçoit déjà beaucoup d'attention médiatique. On a décidé plutôt de se concentrer sur les usages, et en particulier sur tout ce qui peut favoriser le report modal depuis la voiture en solo, tout en ouvrant le champ aux actions nécessaires pour diminuer les distances de déplacement. Autre partie méthodologique qu'on a pris dans le guide, c'était de faire un focus sur les zones de moyenne densité. Alors, qu'est-ce que c'est les zones de moyenne densité et pourquoi? C'est parce que dans les zones denses, il y a déjà eu pas mal de politiques qui ont été menées pour décarboner en fait les mobilités. Donc il y a eu des actions menées, des restrictions à l'utilisation de la voiture, les tramways, les bus à haut niveau de service, etc. Les zones de moyenne densité, c'est plutôt les premières, voire début de deuxième couronne des grandes agglomérations, et les centres, mais aussi les centres-villes des villes moyennes. C'est-à-dire c'est des territoires qui sont encore relativement denses, mais qui ont été vraiment conçus autour de l'utilisation de la voiture en tant que moyen de déplacement principal, voire exclusif, et où du coup la part modale de la voiture est encore particulièrement élevée, et où d'ailleurs elle n'est pas en train de baisser. Et donc un gisement important pour la décarbonation des mobilités. Donc les zones de moyenne densité, on calcule à peu près c'est 11% du territoire, c'est les zones que vous voyez en bleu, mais 43% de la population, et donc presque 40% des émissions dues au transport.
mobilité quotidienne. Donc, on est allé, compte tenu de nos objectifs, il a été évident que la recherche nécessitait d'un travail de terrain. Donc, on a réalisé des études de cas dans des territoires français qui ont donné lieu donc à des rapports. Et dans le choix des territoires, on a visé donc à différencier les types de formes urbaines et d'intercommunalité, et aussi les localisations géographiques en France. Et donc, on a fait des retours sur la communauté urbaine de Saint-Nazaire, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, les communautés urbaines d'Arras et de Poitiers, et les métropoles donc de Grenoble et de Strasbourg. Donc, on a interrogé les interlocuteurs locaux sur place sur ce qui a été mis en œuvre en termes de politique de mobilité bas carbone, les politiques concernant la voiture, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, mais aussi sur les plans de mobilité employeurs, puisqu'il s'agit d'outils potentiellement très intéressants pour agir sur la décarbonation des déplacements, notamment les déplacements domicile-travail. Et donc, on les a interrogés sur ce qui a été mis en œuvre, les retours d'expérience et les freins rencontrés. Donc, on a réalisé une bonne dizaine d'entretiens sur place du terrain. Donc, on a interrogé les élus, les services techniques, les agences d'urbanisme, les référents mobilité en entreprise, comme je le disais, et aussi, selon les territoires, on a interrogé les exploitants des transports ou les associations, en particulier les associations vélo. Alors, je vais présenter les résultats transversaux et puis, alors par axe, je vais vous donner juste quelques zooms sur des résultats. Bien sûr, il n'y a pas le temps pour présenter l'ensemble des outils qui sont développés dans le guide. Alors, pour ce qui concerne les résultats transversaux, il est apparu très clairement la nécessité d'une approche systémique déjà, c'est-à-dire une approche qui ne fonctionne pas par action isolée, mais qui agit sur l'ensemble du système de mobilité. Frédéric Errand en a parlé aussi ce matin. Et en particulier, si la voiture est aussi incontournable dans nos sociétés et aussi incontournable en tant que moyen de transport, c'est parce qu'il ne s'agit pas que d'un véhicule, mais de tout un système qui est formé par les véhicules, mais aussi par les infrastructures, donc toutes les routes qui ont été construites, toutes les possibilités de stationnement aussi, les services à la voiture, la publicité, donc tout le système d'imaginaire aussi qui nous fait désirer justement d'utiliser la voiture. Et si on veut faire émerger un système alternatif, si on veut arriver à l'utilisation de modes alternatifs, il faut aussi que ces modes alternatifs soient pensés d'une façon cohérente et d'une façon systémique, donc en pensant à la fois aux véhicules, mais aussi aux infrastructures, aux possibilités de stationnement, je pense en particulier au vélo, aux services, mais aussi à tout le système d'imaginaire qui va avec et qui nous fait désirer aussi d'utiliser autre chose. Donc ça, c'est un peu quelque part le cadre philosophique un peu des résultats, enfin, et aussi de l'approche. Alors, cette approche systémique, elle s'applique à la question de la mobilité, mais s'applique aussi à l'interaction entre mobilité et urbanisme, puisque de fait, ces zones de moyenne densité, on ne peut pas penser juste mobilité, il faut repenser aussi les formes urbaines, l'organisation urbaine. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et bien évidemment, il ne suffit pas d'agir sur les modes alternatifs, il faut aussi agir sur l'intérêt d'utiliser la voiture, donc en la rendant moins intéressante dans ces territoires. Alors, pour ce qui est des résultats généraux, on les a organisés en fait autour de agir sur le système voiture, donc à travers la constitution d'un urbanisme de courte distance, la fiscalité aussi, agir sur la fiscalité est très important pour orienter les comportements.
réguler l'utilisation de la voiture, comme je viens de le dire. Autre axe, donc, c'est développer les modes actifs et partagés, c'est-à-dire agir en fonction de la marche, qui est le mode le moins carboné, et aussi le mode dont les conditions d'exercice sont quelque part les moins agréables et les moins sécuritaires dans les zones de moyenne densité. Mettre en place un système vélo, donc basé sur les véhicules, les infrastructures et les services, et aussi des actions sur les transports en commun et le covoiturage. Il faut rendre ce système fluide, du point de vue aussi bien de l'intermodalité physique, mais aussi de la tarification et du système d'information. Et puis, on a aussi, on a mis l'autopartage plutôt dans ces actions de fluidification du système, plutôt que le mettre dans les modes actifs et partagés, parce que, à la différence du covoiturage, dans le cas de l'autopartage, on ne partage pas forcément de trajet. Et donc, on peut très bien utiliser l'autopartage un autosolisme, c'est-à-dire tout seul. Mais l'autopartage peut être une politique intéressante si elle est couplée avec la mise en œuvre d'un système de modes actifs et partagés attractifs, puisqu'il reste toujours des déplacements qu'on fera en voiture. Et donc, l'autopartage permet quelque part à des ménages de renoncer à une voiture pour adopter le mode alternatif. Donc, il peut être un facteur de démotorisation des ménages, ou en tout cas sur la voiture marginale, c'est-à-dire la deuxième ou la troisième, dans les zones de moyenne densité. Autre axe des résultats du guide, c'est accompagner le développement de l'offre par des animations territoriales, des actions d'accompagnement au changement de comportement qui donc permettent aux gens de tester les nouvelles offres et puis de les adopter et donc de les accompagner dans ces changements de comportement. Les plans de mobilité entreprise, je vais en parler un petit peu dans la suite. Et bien évidemment, après, il est très important d'avoir un suivi et une évaluation surtout des politiques de mobilité. Alors, je fais des zooms en fait pour respecter justement les temps. Je fais des zooms sur les résultats par axe. Donc, pour ce qui concerne les actions sur le système voiture, ce qui est important, c'est d'agir sur la forme urbaine, puisque la forme urbaine a été vraiment pensée autour de l'utilisation de la voiture, avec des tissus urbains qui sont relâchés, et donc peu propices à la fois au transport en commun, qui ne trouvent pas vraiment une pertinence, en tout cas les transports un peu plus massifiés, et peu propice aussi à l'utilisation de la marche et du vélo, puisque effectivement c'est des espaces urbains aussi qui sont parfois peu sécurisés pour la pratique des modes actifs, et en particulier aussi sur les routes de grande circulation. Il y a une spécialisation fonctionnelle aussi qui fait en sorte que les lieux de résidence sont loin des lieux de travail ou des lieux d'achat, et qui est donc très génératrice de kilomètres. Et donc, face à ça, il est important de recréer une proximité dans la vie quotidienne, donc en limitant et en contrôlant l'étalement urbain. Bien évidemment, il y a les outils qui sont prévus au plan locaux d'urbanisme. Il y a aussi des agglomérations dont on a vu, parce que la question des centres commerciaux est très importante dans les zones de moyenne densité, puisqu'il y a une très forte concurrence en fait entre les centres commerciaux et puis les commerces de centre-ville dans les villes moyennes. Donc, un certain nombre d'agglomérations mettent en place des moratoires, par exemple sur l'implantation de zones commerciales. Il y a aussi la densification autour des lignes de transport en commun, c'est-à-dire au lieu de rentrer dans un cercle quelque part vicieux
qui consisterait à mettre une offre plus légère puisqu'il n'y a pas assez de densité. Il y a eu des villes qui ont plutôt parié sur le fait de créer une offre dense et puis fréquente et puis de densifier en fait l'urbanisation autour. Ça a été le cas par exemple à Grenoble qui a fait une ligne de tramway, la ligne E, qui va vraiment dans des zones peu denses. Et à travers une charte transport-urbanisme, il y a eu un engagement réciproque de l'autorité organisatrice des transports à mettre en place une desserte fréquente et intéressante. Un engagement aussi des communes à réorienter en fait les programmes dans un fuseau autour de la ligne et aussi un engagement de l'État, du département, etc. Donc, il y a eu un engagement multipartenarial pour créer en fait toutes les conditions autour de cet axe. Il y a aussi des villes moyennes, hein, je pense à Saint-Nazaire par exemple avec le BHNS, qui essaie d'avoir cette approche de densification. Il y a aussi la question de créer de la mixité fonctionnelle. Alors tout ça, c'est des outils dont on parle depuis longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ils sont mis en place et comment ils sont appropriés par les acteurs locaux et comment eux, ils en font des retours d'expérience. Et en fait, sur la question de la mixité fonctionnelle, c'est souvent aussi la question de l'échelle, puisqu'elle fonctionne assez mal globalement à l'échelle du programme. Et donc, il y a, par exemple, enfin là, je vais dire deux mots juste sur ce qui a été, sur la réflexion qui est menée par l'ADUS à Strasbourg, l'agence d'urbanisme, sur les îlots de proximité, c'est-à-dire ils ont en fait calculé un peu quelle est la zone quelle est la densité autour d'un certain nombre d'équipements, à la fois des équipements publics, donc services médicaux, écoles, mais aussi des équipements privés de proximité, donc commerciaux, hein, supérettes, bars. Et ils ont vu que, en fait, en superposant toutes ces cartes, ils ont vu qu'il y a une masse critique minimale de 1000 logements et de 40 logements par hectare, qui est une densité quelque part un peu minimum pour attirer ce type d'équipement. Et donc, c'est intéressant, je le cite parce que quelque part, on peut aussi renverser un peu la logique en se disant, voilà, on essaie de convaincre les personnes, les maires, dans les bourgs, dans les zones de moyenne densité, de recréer un petit peu cette densité pour faire en sorte aussi que les services s'implantent et donc pour ramener de la vie, en fait, de la vie urbaine. Alors, le système fiscal, bien sûr, hein, aujourd'hui, il y a un système fiscal, notamment en entreprise, qui est très incitatif à l'utilisation de la voiture, notamment à travers l'indemnité kilométrique, hein, qui, elle, permet de rembourser donc, les employés en fonction des kilomètres parcourus, mais ils sont d'autant plus remboursés que la voiture est lourde et puissante. Aussi le système des voitures de fonction et le stationnement gratuit en entreprise qui font en sorte que, en réalité, ce qui est mis en place à côté, c'est-à-dire la loi d'orientation des mobilités, permet, à travers la création du forfait mobilité durable, donc de rembourser les employés qui viennent en covoiturage ou en vélo. Et donc, ça, c'est très intéressant. Mais si on ne remet pas en cause le système fiscal déjà en place, qui est incitatif à l'utilisation de la voiture, ben, on risque de ne pas beaucoup avoir d'effet sur la mobilité des salariés de domicile-travail. Et donc, c'est là-dessus aussi où se joue l'enjeu de cohérence et l'enjeu systémique dont je parlais au début. Voilà, une politique de stationnement aussi qui est nécessaire dans les zones de moyenne densité, puisque globalement, il y a une espèce il y a une croyance très diffuse dans les zones de moyenne densité qu'il n'y aurait pas assez de places de stationnement.
Or, quand on fait la somme des places de stationnement qui existent dans l'espace public, en voirie, dans les parkings publics et privés, sur les lieux de travail, les domiciles, etc., globalement, l'offre est plutôt pléthorique. Donc, il y a déjà tout un travail dans ces territoires de connaissance déjà de l'offre de stationnement et puis aussi de réglementation en réduisant l'offre là où elle est trop abondante, en la rendant payante, aussi en la faisant mieux respecter et aussi en mettant en place ce qui est mis en place par certaines villes, c'est-à-dire déporter par exemple la localisation du stationnement voiture pour donner l'avantage, donc un avantage de proximité au stationnement vélo et à l'accès par les transports en commun. Parce que très souvent, dans les zones de moyenne densité, vous avez un accès très facile par les voitures. Donc, vous arrivez vraiment de porte à porte. Et puis, quand vous prenez les transports en commun, vous êtes quand même déposé loin et vous devez faire une partie de déplacement à pied dans des conditions pas forcément agréables ni sécuritaires. Voilà. Donc, voilà, il y a aussi les actions sur les vitesses en ville pour apaiser l'espace public et d'une manière générale, repenser l'espace urbain autour d'autres utilisations, y compris des utilisations ludiques. Alors, c'est sûr que dans les zones de moyenne densité, il se pose vraiment la question de l'acceptabilité de ces mesures. C'est assez, c'est assez délicat. Et donc, il faut aussi mettre en place des stratégies pour gagner l'adhésion des gens. Pour les modes actifs et partagés, je ne vais pas développer beaucoup plus que ce que je viens de dire. Je vais juste faire un petit retour sur les services de location vélo de longue durée, puisqu'on a parlé donc de système vélo. On a parlé aussi de est-ce que c'est plus intéressant de mettre en place d'abord les infrastructures, d'abord les services, etc. Il y a beaucoup de villes de villes et de villes notamment dans les zones de moyenne densité qui font le choix de mettre en place des services de location vélo longue durée. Nous, le retour d'expérience qu'on en a récolté, c'est que c'est des services beaucoup plus adaptés à ce type de zone urbaine que les vélos en libre service. C'est déjà des services qui sont beaucoup moins chers, c'est-à-dire que selon les études de l'ADEME, en fait, un vélo à libre service coûte à la collectivité de 2 500 à 3 000 € par an. Et alors que les services de location vélo longue durée, on est sur 300 à 500 € par an. Et c'est aussi beaucoup plus propice au report modal, puisqu'une fois que vous avez le vélo, en fait, vous l'utilisez beaucoup plus facilement que si vous avez accès à un système à libre service, qui lui paraît quand même plus adapté plutôt aux zones plus denses. Et aussi l'aspect clé à main de ce service de location, puisque généralement les collectivités prévoient aussi la maintenance, des facilités du stationnement, etc. et un facteur d'attractivité pour les utilisateurs, ce qui fait que des services comme par exemple le service Vélicéo qui a été mis en place à Saint-Nazaire, c'est des services qui ont un très grand succès, qui connaissent un très grand engouement auprès du public. Ils sont passés de 200 vélos assistance électrique à location longue durée en 2017 à presque 2000 en 2020. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport au retour d'expérience qu'ils en ont fait, il s'agit de personnes qui l'utilisent régulièrement. Une bonne partie de personnes, 40%, l'utilisent vraiment pour aller au travail.
et aussi 2 tiers étaient d'anciens utilisateurs de la voiture. Donc, très intéressant aussi par rapport à l'objectif de décarbonation. Dernier axe, donc accompagner, évaluer. Je ne vais pas revenir sur les questions d'accompagnement. Juste 2 mots sur les plans de mobilité. C'est un outil qui existe, donc les plans de mobilité, je rappelle juste, c'est des plans qui sont créés par les entreprises vis-à-vis de leurs salariés pour favoriser le report depuis la voiture vers les autres modes de déplacement pour les déplacements domicile-travail. Ils sont obligatoires pour les employeurs qui regroupent 100 personnes ou plus sur un même site, mais en réalité, assez peu d'employeurs les mettent en œuvre. Pourtant, c'est des outils qui sont très intéressants. On en a des retours d'expérience très intéressants par rapport au terrain qu'on a fait sur la capacité des plans de mobilité à agir sur la décarbonation des déplacements, moyennant ce que je viens de dire avant, hein, c'est-à-dire qu'il y ait aussi une fiscalité qui ne va pas dans le sens inverse. Là, on a l'exemple, par exemple, du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, qui a su, via un plan de mobilité très, très musclé tout de même, qui a su faire baisser la part de l'utilisation de la voiture particulière de 70%. Donc, il y avait 70% de part d'autosolisme dans les déplacements domicile-travail et ça a baissé à 30%. Tout de même sur une durée assez longue, hein, donc il faut vraiment voir ça sur la durée. Je ne crois pas avoir le temps de rentrer dans les actions clés. Je vais juste terminer sur la nécessité. Et ça, c'est vraiment un retour d'expérience très, très fort par rapport aux expériences, enfin, à la recherche qu'on a menée sur terrain. C'est le fait qu'il existe très peu d'évaluation des politiques qui sont mises en œuvre, et en particulier pour ce qui concerne le report modal. Je rappelle que pour la décarbonation, c'est le report modal qui nous intéresse, parce que quand on met en place un service, même un service, admettons, de vélo à libre-service, on a besoin de savoir si ceux qui l'utilisent étaient d'anciens utilisateurs de la voiture, et dans ce cas-là, on est en train d'aller dans le bon sens, ou s'ils étaient des utilisateurs, s'ils seraient allés à pied, et dans ce cas-là, on n'est pas du tout en train d'aller dans le bon sens. Donc, on a besoin d'évaluer et de voir aussi quel est l'intérêt, quelle est la rentabilité, entre guillemets, de ce qu'on investit dans un service en termes de fréquentation, mais aussi de décarbonation, et d'une manière plus générale, comment tout cela peut s'insérer aussi dans un système d'évaluation peut-être plus global, pour voir comment toutes ces stratégies, toutes ces politiques de décarbonation des mobilités locales peuvent s'insérer dans la stratégie nationale bas carbone, dont je montrais en début de présentation qu'elle doit être sur lesquelles on doit être sur une pente de décarbonation très, très forte. Et encore, faut-il savoir où on se situe sur cette pente. Voilà pour ma présentation. J'espère que je n'ai pas trop débordé le temps. Pas encore débordé. Non, non, pas encore. Merci beaucoup pour cette présentation. Je fais très vite 2-3 petits commentaires. Vous avez rappelé l'importance d'une approche systémique. C'est une remarque qui revient assez constamment depuis ce matin, et je pense que c'est pas fini. Donc on voit bien qu'on ne peut pas raisonner brique par brique, mais qu'il faut prendre le sujet dans sa globalité. Moi, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'énergie, parce que ce soit quand vous parlez de report modal, on a exactement le même problème dans l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à empiler des nouvelles énergies, des énergies renouvelables. En fait, elles viennent s'ajouter à ce qui existe déjà et pour l'instant peut se substituer
donc on n'atteint pas les objectifs recherchés. Et idem sur la cohérence dont vous avez parlé des politiques incitatives, parce que, Ouais. comme vous le savez tous, le soutien aux énergies renouvelables représente des sommes importantes, mais dans le même temps, les subventions aux énergies fossiles, incomparablement plus. Donc, problème de cohérence là aussi. Et Carrément. dernière remarque que je ferais, avant d'en venir aux petites questions qui ont été posées, c'est on voit quand même aussi l'efficacité de certaines politiques publiques, notamment la courbe que vous avez montrée au début de votre présentation sur l'évolution du diesel. On voit quand même que quand la fiscalité sur le diesel a changé, ça a été assez rapide quand même comme enfin, la fiscalité et puis les interdictions aux voitures diesel des centres-villes, etc. Donc, alors moi j'avais une question, mais je vais commencer par les questions des gens des participants. Il y avait toujours et encore la question concernant les territoires ruraux. Qu'en est-il des territoires ruraux? Mais bon, vous avez bien spécifié que vous aviez travaillé sur les zones peu denses ou de densité intermédiaire, donc c'est pas des territoires ruraux par définition. Je ne sais pas si vous voulez quand même dire un mot des territoires ruraux. C'était pas l'objet de votre étude en tout cas. Non, c'était pas l'objet de notre étude. C'est-à-dire que on a visé spécifiquement les zones de moyenne densité parce que justement elles reçoivent pas beaucoup c'est un peu un angle mort Oui, des études et des politiques. C'est-à-dire qu'on identifie bien la zone dense. On ne sait pas très bien jusqu'où on l'amène après sur le terrain, et on identifie bien le rural. Ça, aucun problème. En revanche, ces zones de moyenne densité font assez peu l'objet de réflexion et de retour d'expérience. Et c'est vraiment des zones des zones tout de même assez denses, hein, parce que 450 habitants par kilomètre carré, on est quand même dans le centre-ville d'une ville comme Saint-Nazaire, où on est on est vraiment loin des 20 un 000 premier. habitants au kilomètre carré à Paris, mais ça c'est un Voilà, extrême non, bien voilà, entendu. Mais occidental. du coup, les problématiques, voilà, sont pas les mêmes que les zones denses et sont pas les mêmes que Les les zones territoires rurales. ruraux. Alors, il y avait une autre question qui portait plus sur les utilisateurs. Je vous la lis. Est-ce que les besoins des personnes qui sont agiles et ont le choix de prendre des mobilités low-tech ou les transports en public sont considérés séparément de celles qui n'ont pas le choix, les personnes à mobilité réduite, les parents avec des enfants en bas âge, etc. C'est vrai qu'il y a Sont une considérés par catégorie. qui Bah, je sais pas, c'est la question. J'imagine, est-ce que les politiques, est-ce que les leviers que vous avez cités peuvent s'appliquer pour faire évoluer les comportements de toutes sortes de publics, y compris ceux-là qui effectivement ont peut-être plus de difficultés avec le multimodal et avec les transports en commun? Oui, bah, ça serait un peu l'enjeu aussi. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est justement d'avoir tout un système de mobilité où effectivement, bah, vous avez le vélo, mais il n'y a pas que des gens qui peuvent et qui savent utiliser le vélo assistance électrique, d'avoir tout un tas de possibilités qui peuvent être aussi, qui peuvent aussi s'adresser aux personnes à la fois en situation de précarité. Alors après, la question est très large parce que on peut penser à la fois aux situations de précarité, et donc là, c'est plutôt comment les faire sortir aussi des quartiers où ils habitent, comment faire en sorte qu'ils utilisent mieux et davantage les transports en commun, puisque c'est un savoir-faire aussi. Il y a tout ce qui est atelier de remise en selle. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement pour l'accès à l'emploi. Donc tout ça, c'est tout un bouquet qui est très cohérent en réalité avec les modes bas carbone. Et après, il y a toute la question, je dirais, des personnes à mobilité réduite physiquement, et donc de comment eux, ils accèdent à la mobilité. Alors, la façon dont les territoires traitent ça, c'est bah, par la mise en accessibilité du réseau et en Mm. général par du transport à la demande. C'est sûr que les personnes à mobilité réduite, c'est surtout ce genre de solution qu'on va trouver en fait. Mm. Merci beaucoup. Une toute dernière question, mais effectivement, vous y avez déjà partiellement répondu. C'était sur les différences et quelles sont les bonnes pratiques entre les vélos
pour les vélos, entre l'allocation vélo longue durée, les vélos en libre service et les subventions à l'achat. Vous n'êtes pas forcément parlé des subventions à l'achat. Est-ce que vous avez des éléments Alors, comparatifs de ces trois solutions? Ouais. oui, alors effectivement, pour les vélos assistance électrique et enfin, pardon, pour les locations longue durée, effectivement, ce que je disais, c'est que ça se révèle être quelque chose de plus intéressant dans les zones de moyenne densité que les vélos à libre service, parce que moins cher pour la collectivité, parce que plus propice au report modal, etc. Après, pour ce qui concerne Les subventions à l'achat. les subventions à l'achat, ça peut être complémentaire. C'est-à-dire que beaucoup d'agglomérations mettent en place un système de location longue durée et des subventions à l'achat. C'est-à-dire qu'après, quand vous avez fini, quelque part, le système de location longue durée, c'est aussi pour donner envie aux gens de tester, Oui, c'est d'adopter une première le utilisation, oui, comportement. c'est ça. Et Ouais. après, via une subvention à l'achat, donc ça, c'est très complémentaire en fait. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup.